Le FC Bayern est un monument de la Champions League. Il est incontournable dans l'histoire de la Coupe d'Europe. En 2001, les Allemands n'ont toujours pas remporté la C1 version Champions League. Ils pensaient y parvenir, mais en 1999, en finale, Manchester United et son Fergie Time en ont décidé autrement. Il a donc fallu se remobiliser, voire se reconstruire après une défaite cruelle comme seul le foot peut en infliger. Alliance de joueurs talentueux et de fort caractère, cette équipe reste marquante dans l'histoire de la Champions League. Pas un petit exploit, même quand on parle du FC Bayern. Sans grande surprise, l'effectif du Bayern 2000-2001 est costaud. Très costaud. Rien que le premier nom sorti va vous mettre dans l'ambiance. Oliver Kahn, le gardien mythique et légendaire des années 90 et 2000 du Bayern Munich et de la sélection allemande. Au début de cette saison, il a 32 ans, mais il est pas loin du prime de sa carrière. Leader charismatique et capable d'arrêts et réflexes étonnants, il est l'un des deux capitaines de l'équipe bavaroise. Autant être clair, les deux autres gardiens de l'effectif sont plus des sparring partners que des concurrents. Entre le jeune Stefan Wessels, uniquement 60 matchs de Bundesliga dans sa carrière, et l'ancien Bernd Dreher, qui va sur ses 35 ans, il est plutôt tranquille, Oliver Kahn. En défense, il y a encore du lourd. On va commencer par les défenseurs centraux, ils sont 3, tous internationaux. Le premier, c'est Samuel Kuffour. Le Ghanéen est un monstre physique avec un jeu de tête redoutable. Il restera 9 saisons en Bavière, il est âgé de 24 ans en 2000 et il fait déjà partie des meilleurs défenseurs de la planète. Le second défenseur, c'est Patrick Anderson. Moins emblématique que Kuffour, il reste cependant très important dans l'animation défensive car il a une qualité de relance bien au-dessus de la moyenne. Passé par Blackburn et Mönchengladbach, le Suédois a 29 ans à cette période. Le troisième défenseur, c'est Thomas Linke. L'Allemand n'est pas le plus connu des défenseurs de la Bundesliga des années 2000. Pourtant, le bonhomme était un excellent central, souvent bien placé et toujours fiable quand on faisait appel à lui. Finaliste de la Coupe du Monde 2002, il a 31 ans au moment de débuter cette saison. Sur les côtés, c'est toujours du costaud. On a à droite la recrue du mercato estival 2000 du FC Bayern, le français Willy Sagnol. Arrivé de l'AS Monaco où il a été champion de France, il débarque en Bavière contre 8 millions d'euros et il est promis à un poste de titulaire car Marcus Babel est parti à Liverpool. Il est âgé de 24 ans en 2000. À gauche, c'est un autre tricolore, mais lui, il est présent à Munich depuis 3 saisons et il est l'un des tauliers de l'équipe. En effet, Vicente Lizarazu jouera 273 matchs et remportera 6 titres de Bundesliga avec les Bavarois. À cette époque, le champion du monde 98 a déjà 31 ans. Alors, autre arrière-gauche qui peut jouer aussi dans l'entrejeu, c'est Michael Tarnat. Les plus anciens peuvent témoigner que ce joueur avait une frappe exceptionnelle, une puissance phénoménale. Et je pèse mes mots. Sur le terrain, ce gaucher était un joueur devoir, fiable, et qui jouera à Manchester City à la fin de sa carrière. Au milieu de terrain, on continue sur les mêmes bases. Pour les récupérateurs, ils sont 3 à postuler pour un poste de titulaire. Il y a d'abord Jens Jeremies. L'Allemand est ce qu'on peut appeler un chien fou. Pas avoir de ses efforts, il est le genre de joueur qu'on préfère avoir dans son équipe que l'inverse. Dans sa meilleure forme, en 2000, il va avoir 27 ans. Autre joueur allemand dans l'entrejeu, Thorsten Fink. Lui aussi avait une énorme frappe de balle. Joueur physique, il joue moins depuis que Jeremies est devenu titulaire dans l'esprit du coach. On a aussi le jeune anglais d'origine canadienne Owen Hargreaves, arrivé au FC Bayern en 1997, d'abord chez les U19 bavarois, ce milieu polyvalent pousse à la porte des pros. Intégré en début de saison, il va se faire une place dans l'effectif et en fin de saison, il va même postuler un poste de titulaire au fil des matchs. Moins utilisé, il y a Thomas Strunz, qui est au crépuscule de sa carrière à 33 ans. Le vainqueur de l'Euro 96 est miné par les blessures. Enfin, il y a le très jeune Alou Diarra, qui venait de signer en provenance de Léon Cuiseau, mais il ne jouera pas une seule minute avec le groupe pro cette saison-là. Plus haut sur le terrain, on a encore de très bons joueurs. Il y a la recrue Ciriaco Sforza, beau joueur de ballon. Le Suisse est passé par l'Inter, Kaiserslautern et le Bayern. C'est donc un retour pour le meneur de jeu de formation qui a reculé avec les années malgré son numéro 10 dans le dos. Âgé de 31 ans en 2000, il est proche de la fin de sa carrière. On vient de parler de beaux joueurs de ballon, on est donc obligé de parler du numéro 7 du FC Bayern, Mehmet Scholl. Une technique soyeuse, une excellente vision du jeu et surtout un vrai sens du collectif. L'Allemand, formé à Karlsruhe, est un vrai régal pour les amateurs de ballon. Il a déjà 30 ans au moment de commencer la saison, mais il figure parmi les meilleurs numéros 10 en circulation à l'époque. Enfin, il faut un véritable patron dans ce milieu de terrain, particulièrement talentueux, capable de mettre tout le monde d'accord sur le terrain et dans les vestiaires. En gros, le portrait parfait de Stefan Effenberg.
Capable d'éclairer un match par un but ou par une passe, l'Allemand est le fort caractère par excellence. Toutefois, s'il est bien encadré, le capitaine bavarois est à coup sûr l'un des meilleurs à son poste, en dépit de ses 32 ans bien tassés. Alors si le milieu de terrain est bien fourni en talent individuel, le secteur offensif n'a pas à rougir. Pour les postes d'ailier, il y a Paulo Sergio. Alors, le Brésilien est arrivé de l'AS Roma la saison précédente. Il est rapide et technique, plutôt à droite devant le but. La preuve, il a inscrit 20 buts en 52 matchs, toutes compétitions confondues la saison précédente. Son profil est intéressant pour la saison à venir parce qu'il manque un peu de joueurs rapides devant. Le seul qui pourrait s'apparenter à la description de l'ailier rapide, hormis Paulo Sergio, c'est le Bosnien Hasan Salihamidzic. Fort tempérament, ce joueur de 24 ans à cette période est proche du prime de sa carrière. Et dans l'esprit de son entraîneur, c'est lui le titulaire sur le côté de l'attaque. Il reste également Michael Weisinger, honnête joueur de Bundesliga. Il peut jouer aussi sur les côtés de l'attaque et au milieu de terrain. Enfin, pour le poste de numéro 9, ils sont 4. Et à cette période, ces 4-là, c'est fort. On va commencer doucement avec les 2 joueurs qui partent le plus loin dans la hiérarchie. Il y a d'abord le jeune Roque Santa Cruz. 19 ans en 2001, il a été recruté pour 5 millions d'euros l'été précédent. Une belle somme à cette époque pour un jeune joueur sud-américain. Pas encore adapté aux jeux européens, il montre néanmoins quelques éclairs intéressants. L'autre joueur en question, c'est Alexander Ziegler. Formé au club, ce joueur a cristallisé beaucoup d'espoir et d'attentes autour de lui. Très fort techniquement, il n'a toujours pas été le plus sérieux hors terrain. C'est un gros potentiel, mais pas exploité à 100%. Le joueur capable d'un doublé plein de classe le samedi et invisible le mercredi. Pas le profil du joueur qu'on peut titulariser à chaque match. Au-dessus dans la hiérarchie, c'est un autre Allemand. C'est le physique Carsten Janker. Quand on dit physique, on est gentil parce qu'on pourrait dire le tank, le déménageur, le buffle, l'armoire à glace. Bon, alors je suis pas très sympa avec lui parce que c'était aussi un bon joueur de foot. Mais on va dire sobrement que c'était plus un numéro 9 à l'ancienne, très bon de la tête. Pour couronner le tout, le FC Bayern possède l'un des meilleurs attaquants en circulation en 2000, le Brésilien Giovanni Elber. C'est un killer des surfaces, il enchaîne les performances de haut vol et son sens du but fait mouche quasiment à tous les coups. Il est le danger numéro 1 pour tous les adversaires des Munichois. Pour entraîner cet effectif XXL, c'est Ottmar Hitzfeld. L'Allemand a remporté 2 Bundesliga et surtout une Champions League avec le Borussia Dortmund en 1997. Si son management est autoritaire, on ne parle pas non plus d'un chef militaire à la Félix Magath. Il responsabilise beaucoup ses joueurs et prône un jeu assez offensif. En 2000, il est âgé de 51 ans et il fait partie, lui aussi, des meilleurs coachs de la planète avec les Sir Alex Ferguson, Marcello Lippi, Fabio Capello ou Louis van Gaal. Champion la saison précédente, le FC Bayern est qualifié directement pour la phase de groupe. Mais en 2000, il y a 2 phases de groupe successives. Et les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Une formule assez longue qui disparaîtra 3 ans plus tard. Au tirage au sort, le Bayern est protégé, car tête de série. Et c'est largement abordable pour les Munichois car les 3 équipes sont inférieures aux Allemands. Il y a d'abord les Norvégiens de Rosenborg, les Suédois d'Helsingborg et le Paris Saint-Germain. La première place doit revenir logiquement aux partenaires d'Oliver Kahn. Sur le papier. Pour le premier match de sa saison européenne, le FC Bayern se déplace sur le terrain d'Helsingborg. Les Suédois sont une surprise de l'édition 2000-2001 car ils ont éliminé l'Inter Milan en barrage. C'est leur première participation à ce niveau de compète. Mais attention, pour les Munichois, il n'y a pas d'adversaire facile. Ils sont donc prévenus. Chez les Scandinaves, il y a peu de têtes connues, hormis un Alvaro Santos qui jouera à Sochaux quelques temps plus tard. Au coup d'envoi, Ottmar Hitzfeld envoie un 4-2-3-1 avec Oliver Kahn dans les buts, Lizarazu et Sagnol sur les côtés, charnière centrale Patrick Anderson et Samuel Kuffour. Devant la défense, Thorsten Fink et Cyriaco Sforza. Plus haut, une ligne de 3 avec Salihamidzic à gauche, Scholl en meneur de jeu et la surprise Weisinger à droite. En pointe, c'est Carsten Janker et son 1m93. On joue depuis 7 minutes, Helsingborg court après la balle, Weisinger récupère la balle sur l'aile droite, envoie un centre dans la surface pour Mehmet Scholl, l'Allemand frappe instantanément, le gardien Sven Andersson est battu 1-0. On se dit que le Bayern va dérouler, mais on se trompe, les Suédois tiennent le choc. Mieux,
À la 39e minute, ils obtiennent un penalty suite à une faute de Samuel Kuffour dans la surface. Et cerise sur le gâteau, l'arbitre anglais Graham Barber va expulser le défenseur ghanéen du FC Bayern. Les Allemands vont donc jouer à 10 plus d'une mi-temps et ils ont un penalty contre eux. On a connu meilleur scénario. C'est Roland Nilsson qui va se charger du péno. Oliver Kahn est concentré, tellement concentré qu'il va sortir la tentative du défenseur suédois. Le FC Bayern mène toujours. À la pause, les coachs ne font aucun changement, mais il faut croire que la causerie d'Hitzfeld a dû être bonne. 48e minute de jeu, centre de Lizarazu vers Jonker, la défense repousse mal, Hasan Salihamidzic surgit et marque le but du break. 2-0. 7 minutes plus tard, Patrick Anderson envoie un long ballon en direction de Jonker, l'attaquant allemand se rapproche des cages et marque de près du pied droit. 3-0. Le match est bouclé. Alors en toute fin de match, les Suédois inscriront le but de l'honneur grâce au Norvégien Bjørne Johansen sur une perte de balle de Thomas Strunz qui venait d'entrer. Score final 3-1 en faveur du FC Bayern. Au second match, les Bavarois reçoivent Rosenborg. À cette époque, les Norvégiens sont une bonne équipe européenne. Qualifiés chaque saison en Champions League depuis 5 ans, ils ont réussi par le passé plusieurs grosses performances, comme éliminer l'AC Milan par exemple. Ce n'est donc pas une victime expiatoire qui se rend à l'Olympiastadion de Munich ce mardi 19 septembre 2000. Alors, si aucun joueur n'est véritablement resté dans les mémoires, il faut juste savoir que les Johnsen, Sorensen, Berg, Basma et Knudsen étaient des joueurs de bon niveau en 2000. La preuve, le match précédent, Rosenborg a battu le PSG d'Anelka 3-1. Pour cette rencontre, Hitzfeld envoie le même 11 que face à Helsingborg, à l'exception bien évidemment de Samuel Kuffour, suspendu après son carton rouge. C'est Thomas Linke qui le remplace. Dès les premières minutes, on voit que Rosenborg n'est pas impressionné. L'intensité est mise et les Norvégiens vont prendre confiance. Au point de trouver l'ouverture du score en fin de première période grâce à Sorensen. L'ailier efface Fink, puis Linke et place une frappe croisée imparable, 1-0. Sorensen muss alleine gehen und das macht er prima. Jan-Derek Sorensen. Und ich sagte, es ist quälend wenig, was... Stupeur à Munich. Quelques instants plus tard, Lizarazu sort pour laisser sa place à Michael Tarnat. À la mi-temps, Hitzfeld sort Patrick Anderson pour Roque Santa Cruz. Un attaquant à la place d'un défenseur. Le choix stratégique est clair, forcer le verrou norvégien. Pendant de longues minutes, ça bloque. Santa Cruz se démène, mais il n'y arrive pas. Mais c'est plus le FC Bayern en fait qui n'y arrive pas. Jusqu'à la 73e minute de jeu. C'est encore Carsten Jonker qui va débloquer la situation en égalisant après une passe de Santa Cruz qui se baisse sur l'action. 1 partout. Jonker hilft Santa Cruz. Jonker. Jawohl. Réservé par l'entraîneur, Giovanni Elber va rentrer pour la fin de match à la place de Santa Cruz qui était rentré, lui, à la pause. Et 2 minutes plus tard, il va se montrer décisif. Long dégagement au pied d'Oliver Kahn, la balle arrive vers Giovanni Elber, le buteur brésilien contrôle du pied droit et se remet sur son pied gauche. Il ajuste jump fall, 2-1. C'est fini? Pas encore. 80e minute, corner de Mehmet, Thomas Linke surgit au premier poteau, sa tête finit au fond des filets, 3-1. En 7 minutes, le Bayern a retourné à un match bien mal embarqué et ils ont surtout fait exploser leur adversaire en 7 minutes. Mais attention, face à un adversaire plus coriace, les lacunes défensives entrevues pourraient faire beaucoup plus mal. Pour son 3e match, le FC Bayern se déplace sur la pelouse du Parc des Princes. Le PSG de cette époque a plusieurs noms prestigieux dans son effectif. JJ Okocha, Nicolas Anelka, Laurent Robert, Peter Luxin, Stéphane Dalmatz, entre autres. Ce soir-là, le coach Philippe Bergerot aligne un 4-4-2 avec Letizy au cage, Algerino et Bernard Mendy sur les côtés de la défense. Axe central, Fred Dehu et Eric Rapé-Sandratana. Au milieu, Peter Luxin, Ali Benarbia avec Laurent Robert et Stéphane Dalmatz en faux ailier. En pointe, attaque à 2 avec Nico Anelka et le Brésilien Christian. Si l'on ajoute que le Parc des Princes de cette époque est l'un des stades les plus bouillants d'Europe, on a compris que le Bayern n'allait pas forcément s'amuser ce mardi 26 septembre.
Ottmar Hitzfeld le sait, c'est la raison pour laquelle il aligne un 11 assez similaire de celui de la victoire face à Rosenborg. Seul changement, c'est Tarnat qui joue arrière gauche à la place de Lizarazu. Si la rencontre est plutôt agréable à suivre, aucune des deux équipes n'arrive à faire la différence. Mention particulière à Oliver Kahn qui sort plusieurs parades de grands gardiens. Les coachs procèdent à plusieurs changements en milieu de seconde période. Côté PSG, Christian et Ali Benarbia cèdent leur place à Pierre Ducrot et Laurent Leroy. Et pour les Munichois, Santa Cruz, Strauss et Elbert rentrent pour forcer la décision. Mais rien n'y fait. On se dirige logiquement vers un 0-0. On joue la 90e minute. Mais le jeune Laurent Leroy va marquer le but du 1-0 en passant devant Anderson et Linke. Voilà. Oui. Laurent Leroy, le crochet, c'est le but de Laurent Leroy pour le Paris Saint-Germain. Dans les arrêts de jeu du match, le Paris Saint-Germain qui peut-être ce soir va se qualifier pour le deuxième tour, en tous les cas, pour une option à ce match. Le FC Bayern accuse le coup et ne peut surtout pas revenir dans la partie. Défaite sur ce score minimal qui ralentit les Bavarois dans la course à la qualification. Ce Bayern est encore trop friable défensivement. Néanmoins, la qualification n'est pas remise en question avec cette défaite. Il faudra se rattraper 3 semaines plus tard à Munich face au même adversaire. Alors, à l'Olympia Stadium de Munich, Ottmar Hitzfeld va décider de changer son 4-2-3-1 pour un 4-4-2 sans meneur de jeu. L'assise défensive reste identique avec une défense à 4, Tarnat, Anderson, Linke et Sagnol, double pivot, Fink et Sforza, Mehmet Scholl est milieu gauche et c'est Hassan Salihamidzic qui joue à droite. En attaque, toujours pas de Giovanni Elbert, titulaire, c'est la doublette Roque Santa Cruz, Carsten Janker. En face, le coach du PSG reconduit presque le même 11 qu'au Parc des Princes. Il n'y a que Benarbia qui n'est pas sur la pelouse. C'est Distinct qui prend sa place et Rabé Sandrataner monte au milieu de terrain aux côtés de Luxembourg. On joue depuis 3 minutes, le Bayern accélère et sur le côté gauche, Tarnat trouve Scholl dans les 16 mètres parisiens. Le numéro 7 place une belle frappe que Letizy repousse sur Salihamidzic. À 6 mètres, le Bosnien profite de l'aubaine pour glisser la balle dans les filets du PSG. 1-0. C'est dangereux et c'est très dangereux. Et oui, ça part de rien du tout, Thierry. Le but est marqué par Salihamidzic, le Bosniaque Salihamidzic. Et tout ça part d'un dégagement manqué de la tête de Letizy. Malgré ce but encaissé, le PSG tente de réagir, mais c'est trop brouillon. À la demi-heure de jeu, Linke sort pour Jens Jeremies. Janker est maladroit dans le dernier geste. Et juste avant la mi-temps, Robert tente un corner direct. Mais Oliver Kahn est vigilant. En seconde période, le FC Bayern n'arrive pas à marquer le but du break. Les Parisiens ont plusieurs occasions de revenir, mais il manque toujours quelque chose. À l'heure de jeu, Elbert rentre à la place d'un Carsten Janker invisible. 10 minutes plus tard, le PSG sort Bernard Mendy pour faire rentrer JJ Okocha. Les Parisiens veulent arracher l'égalisation. Dans le dernier quart d'heure, Roque Santa Cruz sort. C'est le Brésilien Paulo Sergio qui entre en jeu. En dépit de plusieurs occasions parisiennes, les Bavarois tiennent. Et à la 88e minute de jeu, ils vont convertir un ballon contre-attaque. Paulo Sergio trouve Elbert dans la surface. Le numéro 9 munichois remet parfaitement le ballon dans la course de Paulo Sergio. Le Brésilien n'a plus qu'à fusiller Letizy de près. 2-0. Paulo Sergio, Elbert. Ah oui. Oh là. Ah oui. Ah oui, Paulo Sergio comme à l'entraînement. Et là, Il libère le... ça sonne. But brésilien. Elbert, Paulo Sergio à 2 minutes de la fin. L'arbitre sifflera la fin du match quelques minutes plus tard sans qu'il ne se passe plus rien de notable. Victoire 2-0, avec 9 points en 4 matchs, le FC Bayern est quasiment qualifié. Il suffit de battre les Suédois d'Helsingborg dans 8 jours, toujours à domicile, pour valider la qualification pour la seconde phase de groupe. Pour ce 5e match, tout le monde s'attend à une victoire facile. Helsingborg est quasiment éliminé, preuve que ce match n'est pas le plus important de la saison. Il n'y a que 19 000 spectateurs présents ce mardi 24 octobre à l'Olympia Stadium. Le coach munichois aligne une formation compétitive avec 80% des joueurs alignés au match suivant. Seul changement notable, Sforza passe en défense centrale pour faire de la place à Jens Jeremies au milieu. Elbert est encore sur le banc au coup d'envoi, le Brésilien n'a pas débuté un seul match de Ligue des Champions cette saison. Malgré l'écart entre les deux équipes et la domination totale du FC Bayern, les deux équipes vont se quitter sur un match nul 0-0, surprenant, qui permet néanmoins aux Bavarois de se qualifier avant le dernier match à Rosenborg. En d'autres termes, les Allemands peuvent envoyer l'équipe B en Norvège. Pourtant, Hitzfeld ne va pas envoyer les minots ou ses remplaçants pour le dernier match. Hormis Oliver Kahn resté à Munich, tout le monde est là. Si l'enjeu est absent pour le Bayern, Rosenborg peut encore croire à un miracle si le PSG perd face à Helsingborg. À la 28e minute de jeu, Frode Jansen
marque le but du 1-0 pour corner, mais en toute fin de match, Jens Jeremies égalise après une tête de cul-four mal renvoyée par le gardien. Avec ce 1-1 score final, le FC Bayern termine premier de son groupe avec 11 points, devant le PSG 10 points. Rosenborg finit 3e avec 7 points et sera reversé en Coupe UEFA. La dernière place revient à Helsingborg avec 5 points. Pour le second tour de groupe, le FC Bayern a tiré au sort Arsenal, le Spartak Moscou et l'Olympique Lyonnais. Le niveau est logiquement plus relevé qu'au tour précédent, mais les Allemands peuvent logiquement viser la première place. Mais attention tout de même. Au premier match, les Munichois reçoivent l'Olympique Lyonnais. Alors en 2000, on n'est pas encore sur la meilleure version de l'OL. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Coupet, Edmilson, Marc-Vivien Foé, Sonny Anderson, Steve Marley, les jeunes Govou et Dorasso. Et pour se retrouver à ce niveau de compétition, l'Olympique Lyonnais a éliminé l'Inter Bratislava en barrage, puis a terminé deuxième de son groupe derrière Valencia, mais devant l'Olympiakos et Herenveen. Pour cette rencontre, Otmar Hitzfeld aligne une équipe plutôt classique, mais avec un changement important. Depuis le début de la compétition, le capitaine Stefan Effenberg est blessé. Revenu sur les terrains de Bundesliga début novembre, il est sur la voie pour retrouver sa meilleure forme. Si le début de match est plutôt équilibré, on sent que lorsque le FC Bayern décide d'accélérer, les Lyonnais ont du mal à tenir le rythme. Paulo Sergio et Elbert, qui fait sa première titularisation de la saison en Champions League, font mal sur le côté gauche. Mais à la mi-temps, le score est toujours de 0-0. 55e minute de jeu, contre-attaque éclair, Paulo Sergio se retrouve en face-à-face avec Coupet, le gardien s'interpose bien, corner à suivre. Effenberg le tire, Jens Jeremies place un coup de tête parfait qui est dévié par Müller, Coupet ne peut rien faire sur ce coup-là, 1-0. Und die Gelegenheit und das Tor für die Bayern. Jens Jeremies. Ein Tor aus dem Nichts. Und schon hellen sich die Minen auf. Genau das haben die Bayern gebraucht. Les Munichois prennent l'avantage et ne le perdront plus. Malgré les entrées de Verrel et Marley, l'OL ne parvient pas à tromper Oliver Kahn. 1-0, score final. Alors pour le second match, déplacement à Highbury, l'ancien stade d'Arsenal. À cette période, Arsenal c'est costaud. Il y a déjà Thierry Henry, Vieira, Pires, Bergkamp, Ljungberg, Ashley Cole, Kanu. Premier de leur groupe à égalité avec la Lazio Rome, les Gunners ambitionnent comme le Bayern d'aller en quart de finale. Seul souci, les Anglais ont pris un sévère 4-1 au premier match face au Spartak Moscou. Arsenal est donc obligé de prendre des points pour ne pas voir la qualification s'envoler. Au coup d'envoi, c'est un 4-4-2 classique pour Arsenal, avec Henry et Kanu en pointe, Pires et Ljungberg sur les côtés, Vieira, Ashley Cole, le capitaine Tony Adams, Martin Keown. Chez les Munichois, il y a du changement tactique. Hitzfeld opte pour un 5-4-1 très prudent. Défense avec 3 défenseurs centraux, Linke, Kufour et Sforza. Sur les ailes, Tarnat et Sagnol. Double pivot, Torsten Fink et Jens Jeremies. Enfin, Mehmet Scholl et Hasan Salihamidzic en soutien de Giovanni Elbert. L'objectif côté FC Bayern, c'est de prendre au moins un point. On joue depuis moins de 4 minutes. Récupération au milieu de terrain d'Arsenal. Les Gunners remontent vite le ballon. Pires voit Kanu à l'entrée de la surface allemande. Sa passe pour Henry est parfaite. Le Français ne trempe pas devant Oliver Kahn. 1-0 pour Arsenal. Début de match cauchemar. Derrière, Arsenal pousse pour emballer la rencontre, mais la défense tient malgré ce but de retard. Offensivement, les Bavarois ne pèsent pas avec ce schéma tactique extrêmement défensif. À la pause, l'entraîneur bavarois change ses plans. Paulo Sergio rentre à la place de Willy Sagnol. Alors si les intentions sont bonnes, les choses vont empirer pour le FC Bayern. 55e minute de jeu. Thierry Henry déborde côté droit, il rentre dans la surface et centre en retrait pour Kanu. Le Nigérian frappe directement sans contrôle. Oliver Kahn est battu une nouvelle fois, 2-0. Here's Henry on the burst. He's run clear of all his teammates. He's looking for help here. And a right from Kanu. And that is world class. En ce moment précis, le Bayern est mal. Mais les Munichois ont relevé des challenges plus difficiles dans leur histoire. 50 secondes après ce 2-0, j'ai bien dit 50 secondes, le FC Bayern a un coup franc excentré à 40 mètres. Effenberg le frappe,
Elbert remet de la tête pour Tarnat qui arrive juste derrière. Le joueur n'hésite pas et décoche une frappe limpide qui finit dans les filets de Manninger. 2-1. Don't write Bayern Munich off just yet. They're back in it immediately, and it's a bit of a sucker blow to tell you the truth. Hitzfeld hits back. You see his face there? Yes, he's... Le match est relancé. 10 minutes plus tard, nouveau coup franc pour le FC Bayern. Cette fois, il est à 25 mètres, légèrement à gauche. C'est Mehmet Scholl qui s'en charge. Au moment de tirer, le Bavarois glisse. La frappe de l'Allemand est flottante et parfaitement dosée malgré la glissade. Manninger n'esquisse pas le moindre geste, de partout. What a goal! What a goal! Manager saw it very late, looked, and by the time he looked, it's in the top corner. How does Freddie Ljungberg feel now, Paul? En 10 minutes, le Bayern s'est sorti d'une situation particulièrement périlleuse. Après cet enchaînement un peu fou, le match s'équilibrera et terminera sur un score final de 2-2 qui arrange plutôt les Allemands. Au troisième match, c'est le Spartak Moscou qui se déplace à Munich. Après une belle victoire face à Arsenal, les Russes viennent de prendre un 3-0 à Lyon. Dans les rangs moscovites, il y a plusieurs bons joueurs de l'époque, Titov, Kovtun, les Brésiliens Marcao et Robson, le Camerounais Suisse. Mais on va être clair, c'est pas un cadre européen en 2000. Ce soir-là, le FC Bayern se présente avec un 3-4-2-1 assez offensif, avec Effenberg, Salihamidzic, Scholl, Paulo Sergio et Elbert titulaire. La première mi-temps va se résumer à un attaque-défense. Mehmet Scholl allume la première frappe, Elbert tente sa chance, Paulo Sergio limite, mais le gardien Filimonov est toujours bien placé. Effenberg essaie de son côté, mais toujours le même résultat. Attention car en contre-attaque, les Russes sont proches de marquer par Robson, mais sa balle passe devant la ligne d'Oliver Kahn. À la pause, score nul et vierge de 0-0. En deuxième période, on reprend les mêmes et on recommence. Filimonov commence à écœurer les attaquants munichois. 64e minute de jeu. Paulo Sergio cède sa place à Janker. Le Spartak tient toujours ce match nul. On arrive dans les 10 dernières minutes. Lizarazu effectue une longue touche à 25 mètres des buts de Filimonov. La balle atterrit sur la tête de Janker qui dévie vers Elbert. Ce dernier prend le dessus sur Mitrevski et Suisse et place une tête que Filimonov ne peut repousser. 1-0. Ананко промахнулся. Элбер, ну какая досада. Ну вот взять и получить такой дурацкий гол, в общем-то. На ровном месте же все это произошло. Le Bayern prend l'avantage à un moment crucial. Le Spartak Moscou ne reviendra pas derrière. 1-0, victoire des Bavarois. Avec 7 points en 3 matchs, les hommes d'Ottmar Hitzfeld sont premiers du groupe. 8 jours plus tard, les Moscovites reçoivent le FC Bayern pour le match retour. Le coach du FC Bayern reconduit le même 11 pour cette rencontre. Seul Paulo Sergio est remplacé par Lizarazu qui retrouve sa place de titulaire dans le 11. Alors, c'est un véritable champ de patates sur lequel les 22 acteurs vont jouer. Et c'est carrément difficile de jouer au football. Alors ok, il neige pas, mais le terrain n'est vraiment pas praticable. Mais à cette période, ça passait sans problème pour un match de Ligue des Champions. Bien en jambes, les Allemands vont rapidement trouver l'ouverture du score. Fink récupère le ballon et le donne à Elbert qui décale Mehmet Scholl. Ce dernier ouvre parfaitement son pied et décoche une frappe que Filimonov accompagne du regard. 1-0. Il faut attendre le dernier quart d'heure pour voir un peu plus de jeu. Salihamidzic est fauché dans la surface. Mehmet Scholl prend le péno. Il envoie un missile pleine lucarne. 2-0. À la 87e minute de jeu, Effenberg tire un coup franc à 35 mètres des buts sur le côté droit pour la tête de Paulo Sergio. Filimonov est de nouveau battu. 3-0. La messe est dite. Victoire éclatante du FC Bayern 3-0 qui compte 10 points après 4 matchs. Les Allemands sont donc déjà qualifiés mais pas assurés de finir premier. Pour ce 5e match, le Bayern est en déplacement à Gerland, l'ancien stade de l'Olympique Lyonnais. Pas de changement tactique pour Hitzfeld qui vient avec le 3-4-2-1 des 2 derniers matchs. En face, l'OL se présente avec un 4-4-2, défense à 4, Delmotte, Bréchet, Cassapa et De Leflandre. Au milieu, Linares et Violo. Sur les côtés, Pierre Legge et Lévi Dorasso. Enfin devant, Sonny Anderson et le jeune Sidney Govou. Alors ce soir-là va rester mémorable pour l'OL parce que les Lyonnais vont réaliser un match de rêve. Ou plutôt Sidney Govou. Le gamin formé à l'OL va marquer 2 fois en 8 minutes. Les Lyonnais mènent 2-0 à la 21e minute de jeu. Le Bayern est vraiment dans un jour sans. L'OL est bien en place, coupé et rassurant derrière. Le match parfait va se poursuivre en seconde période avec le but du 3-0 signé Pierre Legge.
Les Bavarois sont sous l'eau. Les entrées de Mehmet Scholl et Karsten Janker ne changeront rien. Lyon s'offre une victoire de prestige 3-0 contre le FC Bayern. Une claque qui remet les pieds sur terre, mais on est quand même obligé de préciser que c'était pas un match coup près. Donc pas de panique, le FC Bayern reste premier. Un match nul suffit pour garder cette première place pour la dernière journée. Le match FC Bayern-Arsenal est crucial pour les Gunners. Avant ce match, les Anglais n'ont qu'un seul point d'avance sur l'OL, qui se déplace au Spartak Moscou déjà éliminé. Les hommes d'Arsène Wenger sont donc obligés de faire un meilleur résultat que l'OL pour s'éviter des frayeurs. Ça va mal commencer pour eux puisqu'à la 10e minute de jeu, Elbert reprend de la tête un centre de Lizarazu. Siman est battu 1-0. Arsenal appeal for the offside, but it's not given. And Giovanni Elbert breaks the deadlock. De l'autre côté, le Spartak mène 1-0 face à Lyon. Arsenal est donc qualifié. Mais en seconde période, Lyon va égaliser par Sonny Anderson à Moscou. Et si les Lyonnais marquent un second but, ce sont eux qui iront en quart de finale. Malheureusement, il ne viendra pas. Arsenal peut souffler. Sur le terrain, le FC Bayern s'impose 1-0 et termine largement premier de son groupe. 13 points au total, 5 points d'avance sur Arsenal et l'Olympique Lyonnais. Pour info, les Gunners devancent Lyon à la différence de but particulière. Un vrai trou de souris. Sans surprise, le Spartak Moscou finit dernier avec 4 points. On retrouve donc le FC Bayern et Arsenal en quart de finale. Les Anglais affronteront Valencia pendant que les Munichois seront opposés à Manchester United. La revanche de la finale de 1999 qui a vu les Red Devils traumatiser le FC Bayern dans le temps additionnel. Rencontrer Manchester United en 2001, c'est un match particulier, pour plusieurs raisons. La première est que ces deux clubs sont au sommet de leur championnat respectif. Ils veulent tous les deux remporter la Champions League. Il y a des joueurs incroyables dans les deux équipes. Et puis, ces deux clubs ne se sont pas affrontés depuis cette fameuse finale de 99, où le Bayern menait 1-0 dans le temps additionnel et qui s'est malheureusement conclu pour eux par des buts de Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer. La définition parfaite de la clim dans un stade. Depuis ce match, les Allemands veulent leur revanche. Elle aura lieu sur un match aller-retour avec la deuxième manche à Munich. Un petit avantage. Alors, si le contexte du match est électrique, il y a des joueurs extraordinaires sur la pelouse d'Old Trafford ce mardi 3 avril 2001. À Manchester United, il y a un 11 de rêve. Fabien Barthez est dans les cages, défense à 4 avec Michael Sylvestre et Gary Neville sur les côtés, charnière centrale Jaap Stam, Wes Brown, milieu en losange avec Roy Keane en pointe basse, Ryan Giggs milieu gauche, David Beckham à droite, Paul Scholes en meneur de jeu. Devant, une doublette Andy Cole et Ole Gunnar Solskjaer. Et sur le banc, il y a de la qualité avec Dwight York, Teddy Sheringham, Nicky Butt, Denis Irwin. Il va vraiment falloir que les Munichois sortent deux gros matchs pour battre ce Manchester-là. Bon, attention à Munich, c'est sympa aussi, ce qui va être proposé par Isfeld. On a Oliver Kahn au but, défense à 3, Kufour, Linke, Patrick Anderson, double pivot, Jeremy Seffenberg, en piston, Lizarazu à gauche, Salihamidzic à droite, Mehmet Scholl en numéro 10, derrière Karsten Janker et Giovanni Elbert. À la lecture des deux compos d'équipe, c'est quasi impossible de définir un favori entre ces deux formations. Alors, malgré la constellation de top players sur la pelouse, le début de match est loin d'être exceptionnel. Beaucoup d'imprécisions des deux côtés et peu d'occasions à signaler. La première a lieu à la 20e minute de jeu avec une belle tête de Patrick Anderson sur corner, sauvé sur la ligne par Sylvestre. Derrière, Andy Cole tente une reprise de volée, mais c'est au-dessus. Scholes frappe de 20 mètres, à côté. Manchester United a des difficultés. Beckham prend un carton jaune pour une semelle sur Effenberg. Giggs tente de mettre le feu, il est crocheté par Salihamidzic à l'entrée de la surface de réparation côté droit. Le Bosnien prend un jaune et Beckham a surtout un bon coup franc pour son pied droit magique. Le stade retient son souffle, mais au final, sa frappe est captée sans problème par Oliver Kahn. Solskjaer et Roy Keane tenteront leur chance peu avant la pause, mais le cadre se dérobe. À la mi-temps, c'est un 0-0 un peu décevant. En seconde période, le niveau technique va sensiblement s'élever. Janker, au duel avec Sylvestre, est bousculé. L'arbitre siffle un bon coup franc côté gauche à 20 mètres des buts de Barthez. C'est Effenberg qui le tire, la frappe parvient, mais ça finit juste au-dessus. Effenberg. Oh, you think that's gone in?
Ensuite, c'est Giovanni Elber qui réalise un petit slalom entre la défense de United. Sa frappe est cadrée, mais Barthez est vigilant. Les Munichois prennent confiance, centre de Salihamidzic pour la tête d'Elber, c'est cadré, mais sans danger pour Barthez. Manchester se réveille, Scholes est à 2 doigts de reprendre un centre à 6 mètres, mais il manque un poil de vivacité. Ensuite, c'est Michael Silves qui envoie une frappe cadrée à ras de terre sur la gauche de Kahn. Le gardien allemand sort une belle parade pour repousser le danger. Après, c'est Roy Keane qui va allumer un pétard de 25 mètres, mais l'Irlandais ne trouve pas le cadre. Les Bavarois réagissent avec Jens Jeremies qui envoie une frappe magnifique dans les buts de Barthez, mais le portier français s'envole et envoie le ballon en corner. 70e minute de jeu. Beckham est à l'entrée de la surface de réparation bavaroise. Plein axe. Lizarazu ne maîtrise pas son tacle et touche le numéro 7 de Manchester. Coup franc. Dans cette position, David Beckham est quasiment injouable. Il a mis des dizaines de coups francs. Il s'élance et envoie une frappe tellement forte qu'elle finit presque en tribune latérale. On exagère à peine. Assez rare de voir un coup franc de Beckham autant raté. L'entraîneur du FC Bayern décide de remplacer Carsten Jonker pour Alexander Ziegler et quelques minutes plus tard, c'est Mehmet Scholl qui sort pour Paulo Sergio. Hitzfeld sent qu'il y a peut-être un truc à aller chercher en fin de match. Dans les 10 dernières minutes, Jeremies, décidément très actif, place une frappe cadrée dans la surface. Barthez repousse brillamment. Derrière, c'est Ziegler qui va avoir la plus belle occasion du match. Ballon mal négocié entre Stam et Brown, Ziegler arrive à placer une frappe terrible qui va s'écraser sur la barre transversale de Barthez. Le tournant du match à coup sûr. Il reste 6 minutes. Lizarazu finit par prendre son carton jaune à la suite d'une nouvelle faute sur Andy Cole. La passe de Beckham pour Paul Scholes ne donne rien. On se dirige donc vers un 0-0. 86e minute de jeu. Effenberg frappe un coup franc dans le rond central. Son centre ouvre la tête de Linke qui remet instantanément et dans le bon tempo pour Paulo Sergio. Le Brésilien hérite du ballon à 6 mètres tout seul. Barthez sort mais il peut rien faire. Paulo Sergio glisse le ballon sur sa gauche. Le ballon est au fond des filets. 1-0 pour le Bayern. Back, Linke, keine Abseits, das 0-1. Paulo Sergio. Alex Ferguson aura beau sortir Beckham et faire entrer un troisième attaquant avec Dwight York, cela ne changera rien. Pire, en toute fin de rencontre, Ziegler a une occasion de 2-0, mais il enlève trop son tir. L'arbitre espagnol, Monsieur Lopez Nieto, siffle la fin du match sur ce score de 1-0 pour le FC Bayern. Loin d'être un hold-up, cette victoire montre que ce FC Bayern-là peut aller au bout dans cette Champions League 2000-2001. Mais attention, tout se jouera dans 2 semaines pour le match retour à Munich. Ce quart de finale retour s'annonce explosif. Les Red Devils veulent prendre leur revanche à l'Olympia Stadium pour aller en demi-finale. Il y a plus de 60 000 spectateurs présents ce soir-là. Et sur les compos d'équipe, il y a très peu de changements. Lizarazu est suspendu, c'est donc Michael Tarnat qui est aligné piston gauche. Idem à Manchester United où Beckham est suspendu, c'est Nicky Butt qui le remplace numériquement. Enfin, Dwight York est aligné à côté d'Andy Cole, c'est Ole Gunnar Solskjaer qui est sur le banc. Si Manchester United domine les premières minutes de la rencontre, c'est le FC Bayern qui va avoir la première occasion du match à la 5e minute de jeu. Sur le flanc droit, Willy Sagnol envoie une belle transversale vers Michael Tarnat. L'Allemand entre dans la surface et centre à terre. Ni Stam ni Brown ne peuvent intervenir, mais derrière, il y a Giovanni Elber. Il a bien suivi et il se fait pas prier pour mettre le ballon au fond des filets de Barthez. 1-0. Tarnat, опасна передача и гол! Et goal, Giovanni Elber. Manchester United accuse le coup, il faut désormais marquer 2 buts pour se qualifier. Toujours aussi peu inspirés, les Mancuniens ne parviennent pas à être réellement dangereux. À la 20e minute de jeu, Jonker est même à 2 doigts de marquer le 2-0, mais Barthez est vigilant. Quelques minutes plus tard, le même Jonker va casser la barre transversale de Barthez. On nous l'admire de vue, et le même Jonker, décidément, se claque sur un ballon anodin. Il va céder sa place à Alexander Ziegler. On se rapproche de la mi-temps, mais le FC Bayern cherche à marquer le but du break. Et sur une belle combinaison dans la surface, Elber remet pour Mehmet Scholl qui trompe Barthez de près. 2-0. Là, ça commence à sentir bon pour les Munichois. Il faut désormais que Manchester United mette 3 fois sans prendre de but. Et il reste un tout petit peu plus de 45 minutes. Compliqué. À la pause, Sir Alex Ferguson ne fait aucun changement, comme Hitzfeld.
Le Bayern espère gérer les 45 dernières minutes sans trop souffrir. Bon, ça va pas être trop le cas. Manchester United va vite revenir dans la partie. 49e minute, Paul Scholes envoie un bijou de ballon lobé pour Ryan Giggs en profondeur. Le Gallois trompe Kahn sorti à sa rencontre d'un ballon lobé lui aussi. 2-1. Le quart de finale est relancé. Attention, parce qu'il faut quand même 2 buts pour que Manchester se qualifie. Même les Bavarois vont se mettre à reculer. Les Anglais prennent confiance. Giggs allume une frappe de 30 mètres. Kahn repousse en corner. Contact limite entre Kufur et Andy Cole dans la surface allemande. Rien du tout pour l'arbitre. Effenberg régule parfaitement le tempo. Il apporte la touche technique au cœur de jeu. Et sa vision du jeu fait des miracles. Malgré tout, c'est quand même United qui domine cette fin de match. Scholes envoie une nouvelle frappe lourde, mais Oliver Kahn est encore présent. En fin de match, Ferguson tente le tout pour le tout avec les entrées de Solskjaer et Sheringham. Comme pour la finale de 99. Mais cette fois, ça fonctionnera pas. Le FC Bayern ne tremble pas et s'impose finalement 2-1. En remportant les 2 matchs, les Allemands se sont un peu vengés du trauma de cette finale maudite de 99. Ils avancent vers les demi-finales où les attend le champion d'Europe en titre, le Real Madrid. Rien que ça. Au Real Madrid, la saison 2000-2001 représente la première année du projet Galacticos de Florentino Pérez. L'été dernier, les Madrilènes ont recruté le ballon d'or portugais Luis Figo. Dans l'effectif, il n'y a pas encore les Zidane, Ronaldo ou Beckham. Mais il y a quand même des joueurs de qualité. Casillas est déjà là, malgré ses 19 ans. En défense, il y a Fernando Hierro, légende du Real Madrid. Roberto Carlos est déjà présent sur son côté gauche. Au milieu, il y a Claude Makelele, Steve McManaman, Guti. Et en attaque, Raúl est à son prime. On peut aussi ajouter Fernando Morientes. C'est donc une équipe sacrément compétitive que le FC Bayern s'apprête à affronter à Santiago Bernabéu ce mardi 1er mai 2001. Au coup d'envoi, il y a du lourd, comme on pouvait s'y attendre. Le Real Madrid aligne un 4-2-3-1 assez équilibré, Casillas au cage, défense composée de Roberto Carlos à gauche, axe central Heitor Carranca et Fernando Hierro. À droite, c'est Michel Salgado. Double pivot, Claude Makelele accompagné d'Ivan Helguera. Devant, une ligne de 3 avec McManaman à gauche, Guti en meneur de jeu et Luis Figo à droite. Enfin, Raúl seul en pointe. Pour contrer les merengues, Otmar Hitzfeld ne change rien à son système tactique. Kahn, solide au poste. Défense à 3, Linke, Anderson, Kufur. Sagnol et Lizarazu de retour de suspension en piston. Double pivot, Jeremis et le capitaine Effenberg. Scholl et Salihamidzic en soutien d'Elber en pointe. Si l'on pouvait s'attendre à une rencontre physique vu le pédigré de certains titulaires, on va pas être déçu à ce niveau-là. Les joueurs ne lâchent rien et mettent une intensité folle. Malgré tout, la première frappe est pour le FC Bayern. C'est un coup franc de Effenberg sans grand danger au final pour Casillas. Mais derrière, le Real Madrid va avoir plusieurs grosses occasions. Figo d'abord, puis Raúl qui gagne son face-à-face avec Kahn. Malheureusement pour lui, la balle passe juste à côté. Ensuite, c'est Guti qui est à 2 cm de reprendre un centre brûlant de Figo. Ça chauffe pour les Allemands. Malgré tout, le score est de 0-0 à la mi-temps. Début de seconde période, le Real Madrid continue sa domination. McManaman a une nouvelle opportunité face à Oliver Kahn. Mais une nouvelle fois, le gardien repousse le danger. Le coach espagnol Vicente Del Bosque sort Guti pour le Brésilien Savio. On joue la 55e minute de jeu. Long ballon du Real dans le camp du FC Bayern. Thomas Linke renvoie la balle de la tête. Le rebond trompe Fernando Hierro à la lutte avec Hassan Salihamidzic. Giovanni Elber, juste derrière, récupère le ballon et frappe instantanément du pied gauche. Sa frappe est cadrée et bien placée. Casillas c'est trop court. 1-0 pour le Bayern. Petite sensation à Santiago Bernabéu. Le Real va pousser 2 fois plus fort pour revenir dans la partie. McManaman place une frappe en pleine lucarne, mais Oliver Kahn est impérial. Ensuite c'est Helguera qui va manquer le 4 de près. Raúl essaye de 20 mètres, toujours Oliver Kahn. Michel Salgado de 25 mètres, encore et toujours Oliver Kahn en face. En fin de rencontre, Mehmet Scholl et Elber sortent pour Jonker et Paulo Sergio, mais rien ne va bouger. Le FC Bayern tient sa victoire, 1-0 score final. Les Munichois peuvent respirer, cependant rien n'est joué. Il faudra montrer davantage offensivement, car le Real Madrid ne restera pas encore 90 minutes sans marquer. Le coup dur pour le Bayern Munich pour cette demi-finale retour, c'est la suspension de Stefan Effenberg. Il faut dire que les 3 derniers matchs ont vu le bouillant allemand récolter un carton jaune à chaque sortie. Furieux face à Beckham et Roy Keane au tour précédent, il s'est de nouveau chauffé avec Luis Figo au match aller. Résultat, il est absent pour ce match importantissime. À sa place, c'est le jeune Canadien, d'origine anglaise, Owen Hargreaves.
Pas Sforza ni Thorsten Fink, mais bien le gamin de 20 ans. Un pari osé de la part du coach Ottmar Hitzfeld. Pour le reste, pas de changement, idem pour le Real Madrid qui reconduit un 11 identique à celui du match aller. Au coup d'envoi, le Real Madrid reprend les commandes du jeu, beaucoup de physique et peu d'espace. Pourtant, à la 8e minute de jeu, les Allemands se procurent la première occasion avec Elber bien lancé qui bute sur Casillas. Corner, c'est Mehmet Scholl qui tire. Kufour place une tête repoussée sur sa ligne. Yéremis tente de reprendre mais il est trop court. C'est finalement Giovanni Elber qui réussit à placer son coup de tête. Casillas est battu 1-0. El balón de Scholl, el remate bajo los palos, la pelota que sí, finalmente dentro. Finalmente, entre las mil dudas, fue Elber el que la impulsó dentro. El balón dio en el larguero. Le FC Bayern est dans une situation idéale. Mais 10 minutes plus tard, Roberto Carlos envoie une transversale vers Raúl dans la surface munichoise. Le buteur espagnol remet pour Figo qui arrive lancé. Sa frappe trompe Oliver Kahn. Un partout. Roberto Carlos hacia Raúl. Buen control de Raúl. Raúl. Y ha marcado el Madrid. Ha empatado Figo a los 17 minutos. Le match est relancé. Si le Real marque sans encaisser de but, ce sont les Madrilènes qui iront en finale. Mais un quart d'heure plus tard, la demi-finale va basculer. Coup franc à 40 mètres des buts espagnols, joué à deux entre Hargreaves et Scholl. Ce dernier passe rapidement à Jens Yéremis, démarqué. Le milieu défensif place une frappe à ras de terre qui va se loger dans le petit filet de Casillas. 2-1. Sensationelles Tor von Yéremis. Elber und Yéremis, die beide vor wenig. Le FC Bayern repasse devant à un moment clé de la rencontre. Le Real Madrid ne s'en relèvera pas. Malgré les entrées de Savio et de Morientes, c'est même le Bayern qui est proche de marquer en seconde période par l'intermédiaire de Linke. Côté Bayern, Santa Cruz, Sforza et Zickler rentrent en fin de match et participent eux aussi à la fête. Victoire finale 2-1 du FC Bayern. Comme en quart de finale, les Allemands ont gagné les deux matchs. Ils accèdent donc logiquement à la finale de Champions League 2000-2001 qui a lieu cette année-là à San Siro. Cette finale, l'adversaire est moins prestigieux que les deux derniers adversaires affrontés. En effet, Valencia n'est pas un monstre sacré comme Manchester United ou le Real Madrid. Mais il ne faudrait quand même pas se tromper sur le niveau de Valencia au début des années 2000. Déjà, il faut savoir que la saison précédente, les Valencians ont atteint la finale de la Ligue des Champions. Sur la scène nationale, Valencia est régulièrement dans le top 4. Et pour se hisser en finale une seconde fois, les Espagnols ont fini premier de leur groupe à chaque fois, devant l'OL et Manchester United. En quart de finale, Valencia a sorti Arsenal. Et en demi-finale, c'est un autre club anglais qui est tombé à Mestalla. Il s'agit de Leeds United. Dans l'effectif de Valencia à cette époque, on s'en doute, il y a des joueurs de talent un peu partout. Le gardien, Santiago Canizares, n'est pas le plus connu des gardiens espagnols. Mais en 2001, il figure parmi les meilleurs gardiens de la planète. En défense, on a des vieux briscards, avec un défenseur au-dessus du lot. Alors, pour les briscards, il y a le français Jocelyn Globa, 35 ans, vainqueur de la Ligue des Champions 93 avec l'OM. Il est sur la fin de sa carrière. Autre vieux de la bande, Amedeo Carboni, 36 ans, 267 matchs de Serie A et 245 de Liga. Moins vieux, Mauricio Pellegrino est un rugueux défenseur central argentin de 30 ans. Enfin, le défenseur au-dessus de la mêlée, c'est un autre argentin, Roberto Ayala. Défenseur classe et dur sur l'homme, il est l'un des meilleurs défenseurs centrales de la planète à cette période, comme Canizares. Au milieu, on augmente le niveau général. Devant la défense, c'est un autre joueur élégant, Rubén Baraja. L'Espagnol fera une belle carrière, mais il ne fera malheureusement pas partie de la belle génération espagnole de la fin des années 2000. Milieu gauche, c'est Kili González. Cet Argentin, rapide et technique, lui, a une belle carrière avec plus de 50 sélections avec l'Albiceleste. Sur le côté droit, on retrouve le capitaine de cette équipe, Gaizka Mendieta. Alors, encore un joueur parmi les plus forts de la planète à cette période. L'Espagnol est un milieu offensif décalé sur un côté plutôt qu'un vrai milieu droit. Spécialiste des pénaltys, très bon dans la finition, c'est clairement le meilleur joueur de ce Valencia 2000-2001. En meneur de jeu, c'est le joyau argentin qui vient d'arriver, Pablo Aimar. Numéro 10 dans la peau, Pablito était un vrai régal à voir jouer. Malheureusement, les blessures l'ont freiné pour figurer parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais en 2001, il est l'un des plus gros espoirs au monde à ce poste. Alors en attaque, on a un duo. Le premier, c'est Juan Sanchez,
pas un joueur majeur. L'attaquant de 29 ans est un honnête attaquant de Liga qui marquera 68 buts en plus de 300 matchs de Liga. Une seule sélection avec l'Espagne. Il est clairement en dessous des autres titulaires. Enfin, l'autre attaquant, c'est John Carew. Passé par l'OL quelques années plus tard, le Norvégien d'origine gambienne était un bon attaquant en 2001, mais quand même pas un crack. Sur le banc, il y a encore de la qualité avec l'ailier gauche Vicente, le milieu défensif David Albelda, l'arrière gauche brésilien Fabio Aurelio, le génial gaucher Zlatko Zahovic, et il y a même notre bon vieux Didier Deschamps. Alors ok, il est en fin de carrière et sur le banc, mais il est sur la feuille de match d'une finale de Ligue des Champions. Le coach de cette formation, c'est l'Argentin Héctor Cúper. C'est lui qui avait mené Valencia la saison d'avant à la finale de Ligue des Champions. Un peu austère et apôtre du jeu défensif, il ne sait pas encore, mais il va se traîner une étiquette de loser pendant les 20 années qui vont suivre cette finale. Face à cette belle équipe de Valencia, le FC Bayern fait dans le classique. Oliver Kahn dans les buts, défense à 3, Kufur, Anderson, Linke, Lizarazu et Sagnol en piston. Le fameux double pivot échangé, c'est Stefan Effenberg avec Owen Hargreaves qui est aligné. Devant eux, Mehmet Scholl et Hassan Salihamidzic sont chargés d'alimenter Giovanni Elber. Sur le banc, il y a Michael Tarnat, Thiago Soaza, Paolo Sergio, Karsten Janker, Alexander Ziegler et Roque Santa Cruz. Avant cette finale, le FC Bayern peut sembler favori par rapport à l'histoire et au palmarès du club. Mais on l'a déjà dit, Valencia au début des années 2000, c'est ultra compétitif. Donc on va dire c'est du 55-45 pour les Munichois. Mais sur une finale, tout peut jouer. Ce mercredi 23 mai 2001 à San Siro, il y a 80 000 spectateurs pour l'acte final de la Champions League 2000-2001. L'arbitre est le néerlandais Dick Jol et il fait un temps parfait pour jouer au foot. Et ça, les Valenciens ils vont bien aimer dès le départ. On joue depuis 3 minutes, ballon dans la surface bavaroise. Mendieta va tirer, mais il est contré par Sagnol et Lizarazu. Et surtout Patrick Anderson qui va toucher le ballon de la main. L'arbitre n'hésite pas. Penalty. Vorbei an Kufur. Mendieta. Na, was gibt Elfmeter gibt Évidemment, c'est Gaizka Mendieta qui s'empare du ballon. L'Espagnol ne tremble pas malgré Oliver Kahn en face. Certes, le gardien part du bon côté, mais la frappe du numéro 6 de Valencia finit au fond des filets munichois. 1-0. Nie im Leben, Mendieta in der zweiten Minute das 1:0 für Valencia. Was für eine abstruse Szene. Et si les Valenciens venaient de tuer cette finale? Eux qui savent très bien défendre. Il y a quand même des craintes à ce moment-là. Mais ça va vite se dissiper. 7e minute de jeu, soit 4 minutes plus tard. Effenberg joue bien le coup dans un duel avec Angloma. Le Français bouscule l'Allemand. Nouveau penalty. Effenberg. Den Elfmeter wollte er haben und den kriegt er. Auch da habe ich meine Zweifel. Und in der Zeitlupe, wenn wir sehen, hoffentlich hatte Dick Jol hier kein schlechtes Gewissen. C'est Mehmet Scholl qui s'en charge. Le numéro 7 en a déjà mis plusieurs cette saison, y compris en Champions League face au Spartak Moscou. Mais sur ce coup-là, Canizares va repousser la tentative de Scholl en corner. Toujours 1-0 pour Valencia. 5 Treffer in der Champions League. Und es bleibt bei 5. Auweia, auweia, auweia. Ganz zentral geschossen. Mehmet Scholl. Et si c'était le tournant du match après ce but du 1-0? Quelques minutes plus tard, Mehmet Scholl frappera un coup franc bien placé, mais une nouvelle fois, Canizares était sur la trajectoire. Peu d'occasions, beaucoup de tension et un enjeu qui prend le pas sur le jeu. 1-0 pour Valencia à la pause. À cette occasion, les deux coachs font un changement. Sagnol sort pour laisser sa place à Karsten Janker. À Valencia, Pablito Aimar sort pour un milieu défensif, David Albelda. Le message est clair. Les hommes d'Héctor Cúper veulent verrouiller le 1-0 en seconde période. Mais à la 55e minute de jeu, Carboni va faire une main dans sa surface sur un ballon aérien. L'arbitre siffle donc le 3e penalty de la rencontre. Elber. Und was war das? Handspiel oder nicht? Handspiel. Handspiel. Da hat Jankers Einwechslung sich jetzt schon bezahlt gemacht. Die Spanier natürlich sehen das ganz anders. Sie sehen das. Jankers. Précision, ces 3 penalties sont totalement justifiés. Par contre, c'est pas Mehmet Scholl qui va aller le tirer, mais le capitaine Stefan Effenberg.
Et ce dernier va pas tomber dans le piège Canizares. Il prend à contre-pied le gardien. Un partout. 1:1. Tout est relancé dans cette finale. En revanche, le nombre d'occasions ne va pas forcément grossir. À la 66e minute de jeu, Kuper fait rentrer le Slovène Zlatko Zahovic à la place de Juan Sanchez, invisible. En fin de match, Valencia a une belle opportunité en contre-attaque, mais ce fameux Zahovic rate le dernier geste en ne cadrant pas sa frappe. 89e minute de jeu, Ayala sort blessé, c'est l'ancien Miroslav Djukic, 35 ans, qui rentre. Il se passe plus rien, on va donc aller en prolongation pour départager les deux équipes. En prolongation, le Bayern accélère, c'est d'abord Elber qui réussit à frapper dans la surface espagnole, Canizares, veillez bien. Ensuite, c'est Mehmetchol qui tire un coup franc à 25 mètres, qui finit de peu à côté du cadre. Ziegler remplace Elber à la 100e minute de jeu. Le match reste bloqué. En seconde période de prolongation, un ballon encore touché de la main par Kili Gonzalez dans sa surface aurait pu, ou dû même, coûter un penalty à son équipe. Mais l'arbitre n'avait pas vu sur ce coup-là. Vu la physionomie du match, va falloir aller au péno. Juste avant, Paulo Sergio remplace Mehmetchol. C'est d'ailleurs le Brésilien qui va tirer en premier dans cette séance de penalty. Malheureusement, la course d'élan n'est pas franche et le ballon va s'envoler dans les nuages milanais. Es dauert einfach zu lange. So, also, Paulo Sergio jetzt gegen Canizares. Verzögert und schießt drüber! Die Horrorsaison des Paulo Sergio. Premier échec dans cette séance. Le premier à tirer à Valencia, c'est Gaisca Mendieta. L'Espagnol tire son péno de l'autre côté que celui du début de match. Oliver Kahn est pris à contre-pied. FC Bayern 0, Valencia 1. Gaisca Mendieta, der Kapitän. Einen hat er vorhin schon erzielt, den zweiten auch. Le second à tirer pour le FC Bayern, c'est Hasan Salihamidzic. Le Bosnien s'élance et va tromper Canizares, parti un peu en retard sur cette frappe. Salihamidzic. Drin. Puis c'est John Carew qui vient face à Oliver Kahn. Sans trembler, le Norvégien met un plat du pied qui va prendre Oliver Kahn à contre-pied. Einen zu halten jetzt. Carew. Ja, stark. FC Bayern 1, Valencia 2. C'est ensuite Alexander Ziegler qui va trouver la lucarne de Canizares sur son essai. Schauen Sie sich das an. Jetzt gibt es endlich Gelb. Das hat es auch noch nicht lange gegeben. Wenn er nochmal Zirkus macht, dann noch eine Gelbe, dann Rot. Aber es ist wirklich was unappetitlich, was der spanische Torhüter da treibt. Ziegler. Zum Glück unbeeindruckt. Vient ensuite le tour de Zlatko Zahovic. Le Slovène ne semble pas serein au moment de tirer son péno. Ça va se sentir au moment de la frappe. Oliver Kahn anticipe bien et sort le péno du numéro 8 du Valencia. Zahovic. Kahn! FC Bayern 2, Valencia 2. Les deux équipes sont donc à égalité. Patrick Anderson se présente pour redonner l'avantage aux Munichois. Mais sa frappe est trop molle. Canizares l'arrête facilement. Anderson. Les Espagnols peuvent reprendre le contrôle de la séance si Carboni met sa tentative. Mais décidément, rien ne se passe comme prévu dans cette finale. La frappe de l'Italien percute la barre transversale et retombe devant la ligne de but. Carboni. Kahn, der ist nicht drin! Unglaublich! FC Bayern 2, Valencia 2. Le prochain à tirer, c'est Stefan Effenberg. Le capitaine bavarois prend son temps et va envoyer la balle dans le petit filet droit de Canizares. C'est Bayern. Effenberg. Tor. Zum ersten Mal in diesem Spiel. Zum ersten Mal überhaupt. Seit 20:45 Uhr. Si Rubén Baraja loupe sa tentative, c'est gagné pour le FC Bayern. Le milieu s'élance
et va tromper Oliver Kahn, pourtant parti du bon côté. Oder ist es eben Oliver Kahn? Kahn, er war da. Sie schießen nur auf seine rechte Ecke. Cette finale ne veut décidément pas choisir son camp. On en est au 6e tireur. La tension est au max. FC Bayern 3, Valencia 3. C'est Vicente Lizarazu qui va tirer ce 6e péno. Pas spécialiste de l'exercice, le Français prend à contre-pied Canizares et redonne une balle de match à Oliver Kahn. Jetzt geht's nur um einen Elfmeter. Lizarazu, Tor! Die Bayern führen wieder. C'est Kili Gonzalez qui est désigné pour laisser Valencia en vie. L'Argentin regarde le sol. Sa course d'élan n'est pas rassurante, mais ça passe quand même. Kili Gonzalez, der Argentinier. Linksfuß. Kahn, Tor. Wer traut sich? Wer traut sich bei den Bayern? FC Bayern 4, Valencia 4. 7e tireur pour les Bavarois. C'est Thomas Linke. Lui non plus n'est pas un spécialiste. Mais comme Lizarazu, il va tromper Canizares. Linke gegen Canizares. Linke. Tor. Nouvelle balle de match. Si Maurizio Pellegrino vient en manquer son essai, c'est fini. Et cette fois, Oliver Kahn va plonger du bon côté, dans le bon timing, en mettant la force nécessaire pour repousser le tir de l'Argentin. Pellegrino gegen Kahn. Kahn, die Bayern! Die Bayern! Oliver Kahn! Er wollte sie, Effenberg. Er wollte diese Champions League. Jetzt hat er sie. Kahn, Oliver Kahn. FC Bayern 5, Valencia 4. C'est donc le FC Bayern qui remporte la Champions League 2000-2001. Tout le monde tombe dans les bras du héros du soir, Oliver Kahn. Ottmar Hitzfeld court sur la pelouse. Les Allemands viennent de remporter la première Champions League de leur histoire. Évidemment, le FC Bayern a déjà remporté la C1 avec Franz Beckenbauer dans les années 70, notamment face à l'AS Saint-Etienne. Mais les Bavarois n'avaient jamais remporté la C1 avec le format Champions League. Une petite anomalie réparée ce soir de 2001. Après avoir battu 2 équipes françaises, le PSG et l'OL, 2 équipes anglaises, Arsenal et Manchester United, et 2 équipes espagnoles, le Real Madrid et Valencia, le FC Bayern peut savourer ce succès de prestige. On ne peut pas parler d'exploit majeur quand on regarde la qualité de l'effectif de ce FC Bayern. Mais on peut parler de force mentale impressionnante. Car il en fallait du caractère pour gagner une Champions League 2 ans après le traumatisme de 1999. D'Effenberg à Elber, en passant par Scholl, Kahn, Lizarazu, Jeremis, Dufour, Salihamidzic ou encore ce bon vieux Carsten Jonker, cette équipe a procuré des émotions fortes aux amateurs de football. Elle a marqué l'histoire de la Coupe d'Europe avec un style bien identifiable, celui du talent caractériel. Bravo à Ottmar Hitzfeld pour avoir trouvé l'alchimie. On peut parler d'exploit là, car faire cohabiter autant de forts tempéraments et gagner au bout, c'est fort, très fort, comme ce FC Bayern 2000-2001. Der Italiener Bundesliga.